Noam Chomsky, Le problème de Orwell. Traduction miracle du Holyoke. Durant la plus grande partie de ma vie, j'ai été intrigué par plusieurs problèmes. L'un d'entre eux étant celui que j'ai parfois nommé le problème de Platon, un autre le problème de Orwell, et un troisième que l'on pourrait appeler le problème de Descartes. Le problème de Platon a été formulé brillamment par Bertrand Russell dans son dernier ouvrage philosophique majeur, où il souleva la problématique: comment se fait-il que les êtres humains, dont les contacts avec le monde sont brefs, personnels et limités, soient néanmoins capables de savoir autant qu'ils savent? Et ces mots reviennent à Platon. On peut emprunter une partie des mêmes mots pour formuler le problème complémentaire de Orwell. Comment se fait-il que les êtres humains, avec une vaste quantité d'informations fiables et disponibles, connaissent et ne comprennent néanmoins si peu? Le problème de Descartes concernait la liberté de choix et d'action unique aux humains selon lui, et ce qu'il appelait la chose la plus noble que nous avons, illustré plus clairement pour Descartes et ses adeptes dans ce qu'on peut appeler l'utilisation créative du langage. J'ai abordé ces trois problèmes dans des conférences à la mémoire de Bertrand Russell à l'université de Cambridge il y a 40 ans. Sur le problème de Platon, beaucoup de choses ont été apprises depuis, au moins dans certains domaines. Le problème de Descartes reste enveloppé de mystère, peut-être un mystère permanent, comme Descartes l'a présumé, et nous n'avons pas de fortes raisons de penser autrement. Eh bien, laissez-moi me tourner sur le problème de Orwell. Les illustrations abondent, même donner des exemples est trompeur, parce qu'elles sont partout. Elles sont omniprésentes et donnent une bonne mise en perspective des cultures intellectuelles dominantes. Et ce n'est pas difficile d'identifier les moyens qui ont été mis au point par les systèmes de pouvoir pour s'assurer que les gens connaissent et comprennent peu en dépit de la richesse des informations qui leur est accessible. Eh bien, encore une fois, je ne peux que donner des illustrations dispersées, et elles sont inévitablement trompeuses, parce qu'elles peuvent paraître exceptionnelles, bien qu'en fait, ces pratiques sont omniprésentes. Donc prenez un seul cas, un exemple récent et révélateur, le bombardement de la Serbie par l'OTAN. Ce bombardement a fait l'objet d'une enquête par de prestigieux spécialistes en droit international, dirigés par l'éminent juriste sud-africain Richard Goldstone. Le comité a déterminé que le bombardement était, selon leurs termes, illégal mais légitime. L'illégalité était transparente. C'était une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, fondement du droit international moderne. En réalité, c'était un exemple de ce que le tribunal de Nuremberg a déterminé comme le crime international suprême, différent des autres crimes de guerre parce qu'il englobe tout le mal qui suit. C'était ce crime pour lequel les nazis ont été pendus à Nuremberg, et ce bombardement est un exemple classique de ce crime. Néanmoins, le comité trouva que ces actes étaient légitimes, car, comme ils l'ont dit, il n'y avait pas d'autre moyen pour arrêter les massacres et les atrocités au Kosovo. Il convient de noter que ceci est une interprétation classique dans l'Ouest. C'est une interprétation occidentale acceptée presque sans exception dans l'Ouest. Les pays non alignés, qui représentent la majorité du monde, rejetèrent ces actes amèrement, condamnant le bombardement et ce qu'ils appellent le soi-disant droit d'intervention humanitaire sur lequel il était fondé. Ils le considéraient comme un autre acte de pasteurisation de l'impérialisme occidental avec ses missions civilisatrices et autres simagrées de bienveillance familiers. Plus révélateur encore, c'est la question des faits, qui est en fait incontestable dans ce cas. Pour arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour arrêter les massacres et les atrocités au Kosovo, le comité spécial a dû inverser la chronologie et rejeter les conclusions unanimes d'une masse d'études occidentales impeccables, y compris 2 revues détaillées du département d'État, des rapports des Nations Unies, de l'OCDE et des nombreux observateurs occidentaux sur le terrain et d'autres. Les preuves révèlent sans ambiguïté que les tueries et atrocités furent en immense majorité les conséquences du bombardement, non la cause, et même en réalité les conséquences anticipées. Le commandement général de l'OTAN, Clark Westwood, a informé la presse lorsque les bombardements ont débuté que des atrocités de masse étaient prévisibles. Il avait déjà briefé la Maison-Blanche avec la même prédiction. En fait, les faits sont révélés aussi bien dans l'acte d'accusation de Milosevic qui a été publié en plein milieu des bombardements. Les accusations, si vous regardez, concernent toutes des faits post-bombardement, à une exception près que nous savons n'avoir aucune signification du point de vue des forces alliées, puisqu'elles soutenaient à ce moment même des atrocités similaires commises par leurs alliés, dans des cas où les archives étaient bien plus grotesques que n'importe quoi qui soit arrivé dans les Balkans. Et de plus, ils continuèrent à supporter ces atrocités bien après que le bombardement de la Serbie ait pris fin. Eh bien, ceci n'est qu'une fraction de toute l'histoire. Ce qui est pertinent ici est que la conclusion fallacieuse du comité en or est presque universellement acceptée dans la culture intellectuelle occidentale, au mépris total des inhabituellement riches archives documentées de ce cas.
Il ne pourrait difficilement y avoir une illustration plus claire du problème d'Orwell. Et comme l'histoire et la familiarité avec les normes culturelles nous le font deviner, une discussion rationnelle sur ce sujet est pratiquement impossible en Occident. Toute mention de ces faits incontestables suscite les crises de colère les plus impressionnantes. Et c'est compréhensible, parce que la période avant le bombardement fut marquée par un des plus extraordinaires épisodes d'autoglorification dans l'histoire intellectuelle. Je ne peux penser à rien d'autre de tel. Les figures éminentes de l'Ouest rendirent hommage à elles-mêmes et à leurs États pour avoir agi par principe et par valeur pour la première fois dans l'histoire, alors que les agresseurs menaient les États illuminés vers une nouvelle ère de l'histoire, agissant par pur altruisme, dans une phase noble de leur politique étrangère, avec une lueur sainte, et ainsi de suite, dans un déluge qui aurait impressionné Kim Il-sung, l'ancien dictateur de la Corée du Nord. Après cette performance, reconnaître le moindre fait élémentaire sur le sujet serait une impossibilité psychologique pour les classes éduquées, et elles ont donc eu recours à ce qui leur vient naturellement, les moyens familiers pour se protéger de l'exposition aux faits non désirés, c'est-à-dire le mensonge, la calomnie, l'hystérie, la dénonciation. Autant de moyens auxquels on ne peut répondre étant donné le quasi-monopole du contrôle de l'expression. Ce qui dans ce cas inclut même les parties dissidentes du courant principal, qui avaient été les premiers, si vous regardez en arrière, à claironner leur propre magnificence et à soutenir l'attaque. Beaucoup a été écrit au sujet de tout ça, mais ça n'a aucune importance. C'est beaucoup trop incompatible avec le conformisme rigide à la doctrine générale et l'autoprotection pour que cela n'atteigne la conscience. Eh bien, cet exemple est peut-être inhabituel par sa clarté, mais en dehors de ça, il est très proche de la norme. Les mécanismes adoptés pour mettre en place le problème de Orwell ne sont pas obscurs non plus. Je veux dire, au contraire, ils ont été décrits ouvertement et avec l'approbation des acteurs de premier plan et les plus respectés. Eh bien, en bref, à l'époque de la Première Guerre mondiale, des cercles d'élite de l'Ouest, principalement en Angleterre et aux États-Unis, dans les sociétés plus libres, les cercles d'élite commençaient à comprendre que les luttes populaires avaient obtenu tant de succès que la population ne pouvait plus être facilement contrôlée par la force, et il serait donc nécessaire de contrôler les attitudes et les croyances. Parmi d'autres dispositifs, une énorme industrie fut créée pour accomplir cette tâche, ce qu'on appelle l'industrie des relations publiques, une invention principalement américaine, secondairement britannique, qui fut plus tard reprise ailleurs. Il y a un manuel conçu au début de cette industrie par une de ses figures éminentes, Edward Bernays, le neveu de Freud. Ce manuel débute par l'observation que la manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important dans une société démocratique. Mais il est clair que ce sont les minorités intelligentes qui doivent faire usage de la propagande continuellement et systématiquement, parce que seulement eux comprennent les processus mentaux et les modèles sociaux des masses, et sont donc en mesure de tirer les fils qui contrôlent l'esprit du public, qu'ils peuvent régimenter tout aussi précisément qu'une armée régimente les corps de ses soldats. Ce processus, qu'il a appelé la fabrication du consentement, est l'essence même du processus démocratique. C'est ce que Bernays écrivit 20 ans plus tard quand il a été honoré par l'American Psychological Association en 1949 pour les réalisations très impressionnantes qu'il avait faites. Bernays n'était pas de droite. C'était un bon libéral, au sens libéral de Roosevelt, Wilson, Kennedy. En fait, il avait acquis ses compétences au sein du Comité sur l'information publique de Woodrow Wilson. Le nom de ce comité parle de lui-même. C'est la première agence d'État de propagande. Ce comité était la composante officielle d'une campagne dans laquelle les intellectuels libéraux les plus respectés se sont engagés, selon leurs termes, pour servir de fidèles et d'utiles interprètes pour ce qui semble être l'une des plus grandes initiatives jamais entreprises par un président américain. Il faisait référence à la décision de Woodrow Wilson d'entrer dans la guerre européenne juste après qu'il ait été élu sur la promesse de paix sans victoire, c'est-à-dire de ne pas entrer en guerre. Donc voilà ce qui était l'une des plus grandes initiatives jamais entreprises par un président américain, et les intellectuels libéraux devaient servir à cette cause. Involontairement, ils servaient d'instrument aux Britanniques. Un ministère de l'information définissait secrètement sa tâche comme « diriger les pensées de la plupart du monde, mais en particulier les pensées des intellectuels américains ». Les Britanniques avaient compris que ce serait nécessaire d'amener les États-Unis dans la guerre pour arriver à leur fin. Les cibles de la propagande britannique, à savoir les intellectuels américains libéraux, adoptaient la bonne doctrine wilsonienne. La propre vision de Wilson était qu'une élite de gentlemen avec des idéaux élevés est nécessaire pour préserver la stabilité et la justice. C'est la minorité intelligente d'hommes responsables qui doit contrôler la prise de décision. Dans les mêmes années, un autre vétéran de la Commission sur l'information publique, un des leaders intellectuels publics américains du XXe siècle,
et lui aussi un libéral au sens de Wilson et Roosevelt, a expliqué dans ses essais très influents sur la démocratie et qualifié de progressif que c'est la minorité intelligente d'hommes responsables qui doit contrôler le processus de prise de décision. Cette classe spécialisée d'hommes publics est responsable de la formation d'une opinion publique saine, je cite Lippmann, ainsi que d'établir les politiques. Le public doit être mis à sa place. Sa fonction dans une démocratie est d'être spectateur de l'action, non participant. Il peut agir, mais seulement en s'alignant en tant que partisan d'une personne dans une position exécutive, à des exercices périodiques appelés élections. Ça, c'est le côté libéral, ou gauche, de la pensée intellectuelle, et le monde universitaire libéral est d'accord avec cette opinion. Herald Blastwill, l'un des fondateurs de la science politique moderne, et lui aussi un intellectuel libéral, a expliqué que la minorité intelligente doit reconnaître l'ignorance et la stupidité des masses qui doivent être contrôlées pour leur propre bien. Eh bien, je n'ai donné d'échantillon que de la fin progressive du spectre. Les points de vue deviennent plus durs encore lorsqu'on se dirige vers l'autre fin du spectre, dite conservatrice ou réactionnaire, de droite. D'autres ont été impressionnés par le succès de ces initiatives pour contrôler l'esprit du public. La propagande nazie, par exemple, s'est basée sciemment sur la publicité commerciale américaine, avec le succès malheureusement qu'ils ont eu. Les bolcheviks ont essayé de le faire aussi, mais beaucoup plus maladroitement, et ça n'a jamais particulièrement porté ses fruits. Les principes de base demeurent, ils prennent des formes diverses, même si bien sûr ils sont constamment niés avec des discours rhétoriques sur le dévouement à la démocratie. Et bien contrairement aux deux autres problèmes, le problème de Platon et le problème de Descartes, le problème de Orwell est assez facilement résolu au niveau intellectuel. Mais la solution au problème explique pourquoi il demeure avec peu d'impact au sein de la culture intellectuelle et morale dominante, ce qui laisse des tâches évidentes pour ceux qui n'acceptent pas ces principes directeurs.